Le nanomonde, c'est d'abord un chiffre. 0,000000001 mètre. Le nanomètre, c'est la taille du nanomonde. C'est à peu près l'échelle des atomes et c'est la taille difficilement appréhendable des nanotechnologies. C'est petit, très petit. Plus de 50 000 fois plus petit qu'un cheveu. Alors les nanotechnologies, alors il y en a toutes sortes, tout ce qui va être pour les ordinateurs ou autres, mais nous on est dans le domaine médical, donc la nanotechnologie dans le domaine médical, ça s'apparente à un petit système composé de différents produits, ça peut être des lipides, des polymères ou des polysaccharides, que les gens connaissent certainement un peu mieux, des sucres, que nous assemblons sous forme d'une sphère creuse, comme un petit peu un ballon de foot. À l'intérieur, il y aurait un liquide, de l'eau ou de l'huile ou de l'air. Et ces systèmes, on va les faire de telle sorte qu'ils puissent être administrés dans le corps humain, avec une taille suffisamment petite pour ne pas créer de problème. On va essayer de les designer à l'extérieur pour qu'ils soient compatibles avec tout ce qu'ils vont rencontrer dans le sang et qu'ils soient suffisamment intelligents pour pouvoir aller directement à l'endroit où ils doivent agir pour faire le diagnostic ou même pour traiter. Donc on aura mis des médicaments à l'intérieur. Voilà ce que sont les nanotechnologies à visée médicale. Donc au niveau de la préparation des nanoparticules, on a mis dans le vial des polysaccharides que nous avons solubilisés avec un acide. Donc la solubilisation fait que nous retrouvons l'état de l'acide comme de l'eau. Le polysaccharide est totalement solubilisé dedans. On a un liquide totalement translucide, limpide. Nous avons ensuite ajouté un deuxième composé qui est un oxydant. Donc c'est un composé qui est une solution jaune. Et lorsqu'on l'introduit dans la solution de polysaccharide acide, il oxyde le polysaccharide et nous l'avons observé parce que nous avons une couleur orangée qui est apparue tout de suite, mais on conserve une solution qui est toujours translucide. On peut voir à travers malgré sa couleur orange. Puis nous avons ajouté un monomère qui est une colle chirurgicale hydrophobe et lorsque nous l'avons introduit, ça a formé des gouttelettes hydrophobes dans l'eau, donc une émulsion, et ces gouttelettes se sont petit à petit intégrées dans le milieu pour faire plus qu'une seule phase. Et tout le processus d'élaboration de la nanoparticule est arrivé, où nous avons perdu la couleur orange, nous sommes arrivés sur du jaune, et la turbidité est apparue pour faire un liquide qui devient une suspension opaque, et pour finir avec, comme nous l'avons vu au départ, une suspension laiteuse correspondant à la fabrication de milliards de nanoparticules dans l'eau. Ça c'est de l'eau. Des nanoparticules qui font environ 100 nanomètres de diamètre à une concentration donnée. Des nanoparticules à la même concentration mais qui font 200 nanomètres de diamètre. Des nanoparticules toujours à la même concentration mais qui sont plutôt de l'ordre de 300 nanomètres de diamètre. La composition de ces systèmes pour des visées médicales sont souvent faits avec des matériaux biocompatibles la plupart du temps pour qu'on puisse les administrer facilement, qu'ils puissent se dégrader dans les fluides biologiques et pas de créer de problèmes de toxicité. Nous utilisons beaucoup les polysaccharides. Donc les polysaccharides, ce sont des sucres, des gros sucres. Donc nous en utilisons tous les jours dans l'alimentation. Et nous les formulons de telle sorte qu'ils puissent faire ces fameuses sphères ou capsules. L'utilisation principale de ces nano-objets, nanosystèmes, sont de deux sortes, soit pour diagnostiquer les maladies, pour qu'on puisse les visualiser avec un appareillage de visualisation, l'échographie, la résonance magnétique nucléaire ou autre, voire de traiter. Donc on incorpore un médicament à l'intérieur de cette nanosphère et ce médicament va être transporté dans le compartiment sanguin jusqu'à l'endroit où il doit agir et là il va se libérer au cours du temps et agir en même temps que la nanoparticule disparaît par dégradation.
Finalement, c'est un principe relativement simple de clé et de serrure. Dans un premier temps, on enferme un médicament dans un nano-objet. Ensuite, la couronne extérieure de l'objet est fonctionnalisée chimiquement. Grâce à cette clé, le nano-objet est capable de reconnaître la cellule pourvue de la bonne serrure et de s'y greffer en libérant son médicament. Cette technique encore expérimentale prendrait bonne place dans la médecine du futur. On va dire que la pathologie exprime une serrure et qu'on va chercher la clé qui va permettre d'ouvrir cette serrure, tout simplement. Donc ça peut être un composé chimique ou naturel, voilà, une protéine, un polysaccharide, quoi que ce soit, mais il faut que ce soit la clé de la serrure exprimée par la maladie. Quant à la nanoparticule elle-même, lorsqu'on l'a injectée, son objectif est de trouver la maladie, de la diagnostiquer, de la traiter s'il faut, et ensuite de disparaître. Ça ne doit pas rester dans le corps humain. On aura beau faire tout ce qu'on veut pour que cette nanoparticule soit la plus biocompatible possible, ça restera jamais quelque chose qui est du soi pour le corps humain. Et le corps humain fait tout pour éliminer le non-soi. Donc plus vite elle quittera le corps humain, plus vite le corps humain se portera mieux. C'est un processus qui a une très belle histoire, ça remonte à très, très loin, si on part à l'origine de la formulation d'un médicament. Donc là, on est quasiment au début de notre ère. Et ensuite, on a eu un médecin génial, le professeur Paul Ehrlich, qui a eu l'idée d'une balle magique. Cette idée géniale du professeur Paul Ehrlich, prix Nobel de médecine, père de la chimiothérapie, qui s'est dit, en regardant un opéra romantique de Karl Maria von Weber, Der Freischütz, dans l'histoire, c'est cette fameuse balle magique qui est dans l'opéra, c'est ça l'idée. Voilà, qu'est-ce qu'on s'embête? On donne des médicaments aujourd'hui, des drogues en grosse quantité parce qu'elles passent partout, on en perd plein, elles sont métabolisées et peu arrivent sur le site. Il faut arriver à créer une balle magique dans laquelle je mets la drogue et qui, elle, va circuler, ne rien libérer là où il ne faut pas, et aller directement sur la cible et tuer la cible. À l'époque, on est dans des cancers, etc. Ce qui n'est pas notre cas dans les maladies cardiovasculaires. L'histoire, c'est ça. Et il nous a fallu un petit siècle, un peu moins, parce que les nanotechnologies sont apparues au milieu des années 65 pour les liposomes, les années 80 pour les nanoparticules polymères, les nanoparticules intelligentes, on va dire début 2000, et puis ensuite tous les processus pour arriver à aujourd'hui espérer faire des essais cliniques. Ma vie de chercheur en 2101, je la vois déjà avec un véhicule qui va me permettre de me déplacer rapidement sans perdre des heures d'embouteillage dans des voitures polluées. Donc je verrais bien un système où on peut se transporter très rapidement. Comment, je ne sais pas, mais très rapidement. Ensuite, j'envisage mon métier avec tout un tas d'interfaces, tout un tas de facilités qui vont nous permettre d'éviter de travailler sur les animaux. Donc tout le côté préclinique, où on aura tout un tas de systèmes qui auront été mis en évidence, capables de mimer les organismes vivants, et donc on puisse tester ça de manière totalement in vitro, c'est-à-dire qu'on va arrêter de faire toutes ces expérimentations animales, et être certain que les résultats qu'on obtiendra vis-à-vis de ces in silico, si vous voulez, pourront être transférés chez l'homme sans passer par les animaux.